55 ans. C'est le temps pendant lequel j'ai gardé un secret qui a failli détruire ma famille et me faire perdre la seule chose pour laquelle je me suis battue toute ma vie. Notre foyer. Bonjour mes chers, je suis Mathilde, j'ai 80 ans et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une histoire que je n'ai jamais racontée à personne en dehors de ma famille. Une histoire de regret, de pardon et par-dessus tout, d'amour véritable. Avant de commencer, j'aimerais demander à vous qui me regardez maintenant de laisser un j'aime à cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. J'adore savoir que mes paroles atteignent tant d'endroits différents de notre belle France. Je suis née à Carcassonne, dans l'Aude, en 1945. C'était une époque difficile, mais pleine de simplicité. Mon père travaillait dans les carrières de pierre et ma mère s'occupait de moi et de ma sœur cadette, Sylvie. Nous avons grandi ensemble, partageant les poupées en tissu que notre mère confectionnait et rêvant du jour où nous aurions nos propres familles. À 18 ans, j'ai rencontré Marcel. Il travaillait dans la menuiserie de son père et avait les mains calleuses à force de travailler le bois. C'était un jeune homme sérieux, respectueux et travailleur. Il n'était pas très bavard, mais quand il me regardait, ses yeux disaient tout. Nous avons commencé à nous fréquenter avec la permission de mon père, toujours avec beaucoup de respect. Marcel venait les dimanches après la messe, s'asseyait dans le salon avec toute la famille et nous discutions en dégustant le café accompagné de sablé que ma mère préparait. Après 2 ans de fréquentation, il m'a demandé en mariage. À cette époque, les choses étaient différentes, vous savez. Des fiançailles étaient un engagement sérieux, presque aussi sérieux que le mariage lui-même. Nous avons fixé la date pour décembre 1969 et avons commencé à économiser chaque centime pour réaliser notre rêve, avoir notre propre maison. Mais la vie a ses plans, et ils ne correspondent pas toujours aux nôtres. En septembre de cette année-là, 3 mois avant notre mariage, le père de Marcel a eu une attaque à Paris, où il vivait avec sa seconde épouse. Marcel était le seul fils et n'a pas eu d'autre choix que de partir s'occuper de son père. « Je reviendrai à temps pour notre mariage », m'a-t-il promis avant de partir. Et je l'ai cru. Les semaines ont commencé à passer, lentes et solitaires. Je cousais ma robe de mariée le soir, après être rentrée de mon travail à la mercerie du centre-ville. C'était une robe simple, mais je mettais tout mon amour dans chaque point. Les lettres de Marcel arrivaient, apportant des nouvelles, pas toujours encourageantes sur la santé de son père. Le temps de récupération serait plus long que prévu. C'est pendant cette période que Victor est revenu en ville. Victor avait été mon premier amour, cet amour d'adolescente qu'on n'oublie jamais complètement. Il était parti pour Paris quand nous avions 16 ans et je n'avais plus eu de nouvelles de lui depuis des années. Maintenant, il revenait plein d'histoires de voyages en Europe, de travaux dans de grandes entreprises, avec une façon de parler qui me charmait. Je l'ai rencontré par hasard sur la place centrale un dimanche après-midi après la messe. J'étais seule, assise sur un banc, lisant un livre que Marcel m'avait donné avant de partir. Victor s'est approché et c'était comme si le temps n'avait pas passé. Nous avons commencé à discuter et, sans m'en rendre compte, nous avons passé tout l'après-midi ensemble. « Tu es toujours aussi belle, Mathilde », m'a-t-il dit. Je sais que j'aurais dû lui dire tout de suite que j'étais fiancée, que j'allais me marier bientôt, mais les mots ne sont pas sortis. Peut-être par vanité, peut-être par envie idiote de revivre ce premier amour, j'ai gardé le silence sur mes fiançailles. Les semaines suivantes, Victor et moi nous sommes rencontrés plusieurs fois. Il me parlait de Paris, de Londres, d'endroits que je ne connaissais que par les livres et que je n'imaginais pas pouvoir visiter un jour. En octobre, quand j'ai reçu la lettre de Marcel disant qu'il devrait rester 1 mois de plus à Paris, quelque chose en moi a changé. Je me suis sentie abandonnée, avec la peur qu'il ne revienne plus, qu'il rencontre quelqu'un dans la grande ville. C'est un soir de pluie, après un dîner dans le seul restaurant élégant de la ville, que Victor m'a embrassée. Je sais que j'aurais dû résister, que j'aurais dû être fidèle à mon engagement envers Marcel. Mais à ce moment-là, avec les promesses de Victor de m'emmener avec lui au Portugal, où il allait travailler, je me suis laissée emporter. Ce fut une faiblesse que je paierais le reste de ma vie. Pendant 3 semaines, j'ai vécu un rêve. Victor parlait de mariage, de voyager ensemble, de découvrir le monde.
Je commençais à imaginer une vie différente de celle que j'avais planifiée avec Marcel. Une vie d'aventure, de nouveaux endroits. Jusqu'à ce qu'un matin de novembre, Victor vienne me voir avec une expression différente. « Je dois partir la semaine prochaine, Mathilde, » dit-il. « L'entreprise au Portugal a besoin de moi de toute urgence. »« Et nous ?» ai-je demandé, sentant mon cœur se serrer. « Tu sais que je tiens à toi, mais je ne peux pas t'emmener maintenant, peut-être dans le futur. » Ces mots sont tombés comme une douche froide. Victor n'avait jamais parlé de m'emmener maintenant, toujours des projets futurs. J'ai réalisé que j'avais été trompée, que pour lui, je n'étais qu'une aventure de passage dans une petite ville. Une semaine plus tard, il est parti, ne laissant qu'un bref billet. Je te garderai toujours dans mon cœur, Victor. J'étais dévastée, mais le pire était encore à venir. 2 semaines après le départ de Victor, j'ai découvert que j'étais enceinte. Mon monde s'est effondré. Que ferais-je? Comment le dirais-je à Marcel? Ce serait la fin de nos fiançailles, de notre histoire. Ma famille me chasserait de la maison. Je serais la honte de la ville. Ces jours-là, j'ai pleuré plus que dans toute ma vie. C'est alors que j'ai reçu la lettre de Marcel. Il rentrait. Son père allait mieux et notre mariage aurait lieu comme prévu. À ce moment-là, j'ai pris la décision qui changerait toute ma vie. Je ne dirai rien à Marcel. J'ai caché ma grossesse autant que possible et quand nous nous sommes mariés en décembre, j'étais déjà presque à 2 mois. Quand Philippe est né 7 mois après le mariage, j'ai dit à tout le monde qu'il était prématuré. Les gens parlèrent dans mon dos, bien sûr, mais Marcel m'a cru, ou du moins a fait semblant de me croire. Il a pris ce bébé dans ses bras avec tant d'amour, tant de tendresse, que mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux, sachant le mensonge que je vivais. Peu après la naissance de Philippe, nous avons décidé de recommencer notre vie ailleurs. Marcel a trouvé du travail à Dijon, en Bourgogne, et c'est là que nous sommes allés, laissant derrière nous la ville qui connaissait mon secret. À Dijon, personne ne connaissait notre histoire. Nous étions simplement un jeune couple avec un bébé, essayant de construire une vie. Les années ont passé et Philippe a grandi fort et en bonne santé. Marcel l'a élevé comme s'il était de son sang, lui enseignant tout ce qu'il savait, travaillant doublement pour lui donner des opportunités que nous n'avions jamais eues. Avec beaucoup de sacrifices, nous avons réussi à acheter une petite maison dans le centre historique de la ville. Elle était petite, avait besoin de rénovation, mais elle était à nous, l'endroit où nous avons élevé notre fils, où nous avons célébré des anniversaires, des Noëls, des remises de diplômes. Philippe est devenu ingénieur, s'est marié, nous a donné des petits-enfants. Marcel a pris sa retraite du bâtiment avec une santé déjà compromise par des années de travail pénible. Et moi, j'ai continué à porter mon secret année après année, décennie après décennie. Parfois, quand je regardais Philippe et voyais en lui des traits de Victor, dans son sourire, sa façon de marcher, je sentais une douleur dans la poitrine, une peur constante qu'un jour la vérité éclate. Et ce jour est arrivé 55 ans plus tard, de là où je l'attendais le moins, de ma propre sœur. Sylvie a toujours eu une vie difficile. Elle s'est mariée et a divorcé plusieurs fois, n'a jamais trouvé de stabilité. Elle enviait ce que nous avions construit, notre famille unie, notre petite maison à nous. En 2014, elle est venue passer un séjour chez nous, disant qu'elle avait besoin de temps pour se réorganiser après une relation qui avait échoué. Un après-midi, alors que je rangeais un vieux placard, Sylvie s'est proposée de m'aider. Parmi les boîtes de photos et vieux documents se trouvait mon journal intime de cette époque, le journal où, jeune et désespérée, j'avais écrit à propos de Victor, de ma grossesse, de ma peur de perdre Marcel. Je n'avais jamais eu le courage de me débarrasser de ces pages. C'était comme si elles gardaient une partie de moi que personne ne connaissait. Je n'ai pas remarqué quand Sylvie a pris le journal. Je l'ai découvert des semaines plus tard, quand elle est venue me voir avec un étrange sourire. « Nous devons parler, petite sœur, » dit-elle, tenant mon journal dans ses mains. « J'ai découvert quelque chose de très intéressant à propos de ton cher Philippe. » Mon sang s'est glacé. Après tant d'années, ma plus grande peur se réalisait. Sylvie m'a raconté qu'elle avait des problèmes financiers sérieux. Elle avait investi toutes ses économies dans un petit commerce qui avait fait faillite, et maintenant les créanciers la poursuivaient. Elle avait besoin d'argent, et vite.
Soit tu me donnes ta maison, soit je raconte à Marcel que Philippe n'est pas son fils. » Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Ma propre sœur me faisait chanter, menaçant de détruire la paix que nous avions construite avec tant de sacrifices. Marcel avait déjà 75 ans. Il avait récemment subi une crise cardiaque. Comment réagirait-il en apprenant qu'il vivait un mensonge depuis toute notre vie ensemble? J'ai supplié Sylvie, j'ai offert nos économies, mais elle a été inflexible. Elle voulait la maison, rien de moins. Après une nuit sans dormir, j'ai fini par céder. J'ai transféré l'acte de propriété à son nom, à condition qu'elle ne révèle jamais la vérité à Marcel ou à Philippe. J'ai inventé pour mon mari et mon fils que nous devions vendre la maison pour payer des traitements médicaux avancés, que l'assurance maladie ne couvrirait pas les opérations dont Marcel aurait besoin prochainement. Ils n'ont pas posé de questions, ils me faisaient confiance. Nous avons déménagé dans un petit appartement loué loin du centre, tandis que Sylvie vendait notre maison à un prix bien en dessous du marché, désespérée d'obtenir l'argent dont elle avait besoin. Voir Marcel dans cet appartement exigu, loin du jardin qu'il cultivait, avec tant d'amour, loin des souvenirs que nous avions construits ensemble, était une douleur qui me consumait jour après jour. Mais ce qui me tourmentait le plus était de savoir que même après 5 décennies, je n'avais toujours pas eu le courage d'affronter ma vérité. Philippe, toujours attentif, a commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Il a enquêté, parlé à des médecins, découvert qu'il n'y avait pas besoin de ces opérations que j'avais inventées. Et pire, découvert que la maison avait été vendue pour beaucoup moins qu'elle valait. L'étau se resserrait et je savais que je ne pouvais plus fuir la vérité. C'est alors que j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Tout raconter, risquer de perdre les 2 personnes que j'aimais le plus au monde, mais enfin me libérer du poids que je portais depuis mes 24 ans. Au moins 7 fois, la vérité sortirait de mes lèvres et non comme une arme dans la bouche de ma sœur. J'ai invité les 2 à un dîner simple dans cet appartement exigu. J'ai préparé le coq au vin que Marcel aimait tant et le gratin dauphinois, qui était le plat préféré de Philippe. Quand nous avons fini de manger, je leur ai demandé de rester à table. Mes mains tremblaient, ma voix faiblissait, mais je savais que c'était l'heure. « J'ai quelque chose à vous dire », ai-je commencé. Quelque chose que j'aurais dû dire il y a longtemps. Et ainsi a commencé la nuit, qui changerait nos vies, pour toujours. Cette nuit-là, mon Dieu, comme ce fut difficile. Mes jambes tremblaient tellement que je pensais ne pas pouvoir rester debout. Le silence à table était si lourd que je pouvais entendre la vieille horloge au mur, celle-là même que Marcel avait réparée quand nous avions emménagé dans notre première maison. Tic-tac, tic-tac. Chaque seconde semblait une éternité. « J'ai quelque chose à vous dire », ai-je commencé, ma voix presque un murmure. Quelque chose que je garde depuis plus de 50 ans. J'ai regardé dans les yeux de mon Marcel, ces yeux marrons qui m'avaient toujours regardé avec tant d'amour, même dans les jours les plus difficiles. Puis vers Philippe, notre fils. Oui, notre fils, parce que peu importe ce que dit le sang, c'est Marcel qui l'a élevé, qui l'a aimé depuis le premier jour. En 1969, quand ton père est parti à Paris pour s'occuper de ton grand-père, j'ai commis une erreur. Les mots sortaient difficilement, comme si chacun d'eux arrachait un morceau de moi. J'ai rencontré Victor, un ancien petit ami de jeunesse. Il venait de revenir d'Europe, plein d'histoires, de promesses. Marcel gardait son regard fixe sur moi, immobile comme une statue. Philippe fronçait les sourcils, confus, ne comprenant pas où je voulais en venir. Je me suis impliquée avec lui. C'était bref, c'était une erreur, mais c'est arrivé. Quand ton père est revenu, j'étais déjà enceinte. Voilà, c'était dit. Le secret que j'avais porté pendant des décennies était maintenant exposé sur la table de cet appartement exigu, comme un objet étrange que personne ne savait comment toucher. Philippe fut le premier à réagir. « Maman, qu'est-ce que tu dis ? Que mon père n'est pas... » Je n'ai pas pu finir d'entendre. Les larmes brouillaient ma vision. Oui, c'est ce que je disais. Que l'homme qu'il avait appelé père toute sa vie, qui lui avait appris à faire du vélo, qui l'emmenait pêcher dans la Saône les dimanches ensoleillés, qui avait travaillé à 2 emplois pour payer ses études d'ingénieur, n'était pas son père biologique. Marcel, ai-je appelé, cherchant ses yeux, mais il ne me regardait déjà plus. C'était comme si quelque chose s'était brisé en lui. D'un mouvement brusque, il s'est levé, renversant la chaise.
Son visage, toujours si serein, s'était transformé en un masque de fureur et de douleur que je n'avais jamais vu auparavant. « 55 ans !» a-t-il crié, frappant la table avec tant de force que les assiettes ont sauté. « 55 ans de mensonges !»« Papa, s'il te plaît, calme-toi !» a tenté d'intervenir Philippe, se levant aussi. « Ne m'appelle pas papa !» a tonné Marcel, les veines du cou saillantes. « Je ne suis pas ton père. Demande à ta mère qui est ton père. Demande-lui à propos de Victor. » La façon dont il a prononcé ce nom était comme s'il le crachait, comme si c'était la pire offense possible. Marcel, qui dans toute notre vie de mariage n'avait jamais élevé la voix contre moi, tremblait maintenant de colère. « Tu m'as fait élever l'enfant d'un autre homme, croyant qu'il était de mon sang. Comment as-tu pu, Mathilde ?» Il a pris la veste accrochée près de la porte et est sorti en claquant la porte avec tant de force que la vieille horloge est tombée du mur, se brisant sur le sol. Une métaphore parfaite pour ce qui venait de se passer avec notre famille. Philippe est resté immobile, comme s'il ne savait pas quoi faire. J'ai vu dans ses yeux le garçon de 5 ans qui venait en courant me montrer sa dent de lait tombée, l'adolescent qui m'avait confié son premier amour, l'homme qui m'avait donné son premier salaire d'ingénieur en disant « Garde-le pour vous, maman, vous le méritez. »« Pourquoi, maman ?» a-t-il finalement demandé, sa voix étranglée. « Pourquoi maintenant, après tant de temps ?» Je lui ai tout raconté sur le chantage de Sylvie, sur comment elle avait trouvé mon vieux journal, sur comment elle nous avait forcés à vendre la maison en échange de son silence. Pendant que je parlais, je voyais le visage de mon fils passer de la confusion à l'incrédulité et, finalement, à la colère. Il n'a pas terminé la phrase, mais il n'en avait pas besoin. Et où est Victor maintenant ? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui après son départ. Il ne savait même pas pour la grossesse. Philippe marchait d'un côté à l'autre dans le petit salon, passant ses mains dans ses cheveux. Un geste si semblable à celui de Victor que mon cœur a fait mal. J'ai besoin d'assimiler tout ça. J'ai besoin d'air. Lui aussi est parti, plus contenu que Marcel, mais tout aussi ébranlé. Et je suis restée seule dans cet appartement, assise à table avec les restes du dîner, l'horloge cassée par terre, marquant la fin d'une ère dans nos vies. Cette nuit-là fut la plus longue de ma vie. Je n'ai pas dormi une seule minute. Je suis restée assise dans le fauteuil du salon, regardant le téléphone, priant pour que l'un d'eux appelle, pour qu'il revienne. J'ai pensé aux plus de 50 ans auprès de Marcel, aux bons et mauvais moments que nous avions partagés, aux luttes et aux victoires. Est-ce que tout cela serait effacé à cause d'une erreur commise avant même notre mariage ? Le lendemain matin, Philippe est revenu. Il était abattu, avec des cernes profondes, mais plus calme. Il s'est assis en face de moi et a pris mes mains entre les siennes. « Maman, ce que tu as fait était mal. Le mensonge était mal. Mais je comprends la peur que tu as ressentie. C'était une autre époque et tu étais jeune. » Des larmes coulaient sur mon visage tandis qu'il parlait. Mon fils, mon garçon, maintenant un homme de 55 ans me réconfortant quand j'aurais dû le réconforter. Quant à mon père, je veux dire Marcel, a-t-il corrigé, cette correction m'a déchiré de l'intérieur. Il aura besoin de temps, c'est beaucoup à digérer d'un coup. Tu sais où il est ? Ai-je demandé anxieusement. Chez Jean-Pierre, cet ami de la menuiserie. Il va bien, physiquement au moins, mais il ne veut pas te parler pour l'instant. Les jours suivants ont été un cauchemar. Philippe est rentré chez lui dans la capitale, promettant qu'il essaierait de parler à Marcel, de le faire comprendre. Je suis restée seule dans l'appartement pour la première fois en 55 ans de mariage. Marcel ne répondait pas à mes appels, ne répondait pas aux messages que je laissais chez Jean-Pierre. Le 3e jour, j'étais si désespérée que je suis allée chez son ami. Jean-Pierre, toujours si joyeux et bavard, m'a accueillie avec un visage sérieux à la porte. « Il ne veut pas te voir, Mathilde, » a-t-il dit sans détour. « Donne du temps à l'homme, s'il te plaît. » J'ai supplié, les larmes coulant déjà librement sur mon visage. « Dis-lui seulement que je suis désolée, que je l'aime plus que tout, que ces 55 ans n'étaient pas un mensonge. » Jean-Pierre a soupiré, passant la main dans sa barbe grise. « Je vais lui dire, mais je ne promets rien. » Je suis retournée à l'appartement et j'ai attendu 1 heure, 2 heures, l'après-midi entier. Quand le ciel s'assombrissait déjà et que j'avais perdu espoir,
j'ai entendu frapper à la porte. C'était lui, mon Marcel. Il était abattu, avec des cernes profondes. Il semblait avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Il portait la même chemise bleue avec laquelle il était parti 3 jours auparavant, maintenant froissée. Il est entré sans dire un mot et s'est assis lourdement sur le canapé. « Marcel », ai-je commencé, mais il a levé la main demandant le silence. « Laisse-moi parler d'abord, Mathilde. » Sa voix était rauque, fatiguée. J'ai passé ces jours à penser à tout ce que nous avons vécu. Au début, je ne ressentais que de la colère. Une colère que je n'avais jamais ressentie de ma vie. Je voulais disparaître. Je voulais oublier que tu existais. Ces mots me coupaient comme des couteaux, mais je savais que je méritais chacun d'entre eux. Puis j'ai commencé à me souvenir. Sa voix affaiblie. Je me suis souvenu du jour où Philippe est né, si petit dans mes mains, avec cette petite tache sur l'épaule que je pensais qu'il tenait de mon grand-père. Il a fait un triste sourire et continué. Je me suis souvenu de son premier pas, de son premier mot qui était « papa ». Tu savais ? Tu étais dans la cuisine et tu n'as pas entendu. Je me suis souvenu de quand il est tombé de son vélo et s'est ouvert l'arcade sourcilière et que je l'ai emmené en courant à l'hôpital, plus désespéré que lui. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage ridé de mon mari. Je me suis souvenu de sa remise de diplôme, de combien j'étais fière en voyant mon fils recevoir son diplôme d'ingénieur, le premier de la famille. De son mariage, de quand il a mis notre petite fille nouveau-née dans mes bras et a dit « Papy, tiens-la avec précaution ». Marcel a respiré profondément, sa poitrine montant et descendant avec difficulté. Quand ses yeux embués ont finalement rencontré les miens, j'y ai vu un mélange de douleur et d'amour qui m'a coupé le souffle. Pendant 55 ans, j'ai vu ce garçon naître, grandir et devenir un homme. Je lui ai appris à faire du vélo, à pêcher, à être honnête. Je l'ai soutenu quand il pleurait et j'ai été fière de chacune de ses réussites. Il a fait une pause, comme s'il cherchait les mots justes. Si ce n'est pas être père, alors je ne sais pas ce que c'est. Je n'en pouvais plus. Je suis tombée à genoux devant lui, tenant ses mains calleuses. Pardon, Marcel. Pardon de ne pas t'avoir fait confiance, d'avoir menti toutes ces années. Il m'a tirée pour m'asseoir à côté de lui sur le canapé. Ça fait mal, Mathilde. Ça fait très mal de savoir que tu m'as caché ça. Mais j'ai déjà trop vécu pour jeter toute une vie à cause d'une erreur du passé. Philippe est mon fils, pas par le sang, mais par chaque moment que nous avons vécu ensemble. À ce moment, nous avons entendu la porte s'ouvrir. C'était Philippe. Il avait une clé de secours depuis que nous avions déménagé. En voyant Marcel, il est resté figé à l'entrée, comme s'il ne savait pas s'il était le bienvenu. « Entre, fils », a appelé Marcel, tendant la main. « Viens ici ». Philippe s'est approché avec hésitation. Marcel s'est levé et, dans un geste qui m'a surprise, l'a serré fort dans ses bras. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit », a-t-il murmuré. « Tu es mon fils. Tu l'as toujours été. Tu le seras toujours. » Philippe, cet homme fort de près de 2 mètres, s'est effondré dans les bras de son père, sanglotant comme un enfant. « Tu es le seul père que je connaisse, que je veuille connaître. » Nous sommes restés tous les 3 enlacés, pleurant ensemble. Une famille blessée, mais toujours une famille. À ce moment, j'ai senti que nous pourrions peut-être surmonter cela, qu'il y aurait peut-être assez de pardon pour guérir 5 décennies de mensonges. Mais nous avions encore un problème à résoudre. Sylvie et la maison qu'elle nous avait prise. Ce n'est pas seulement pour soulager ma conscience que j'ai tout raconté, ai-je expliqué quand nous étions plus calmes. Sylvie est en train de vendre notre maison, la maison que nous avons construite avec tant de sacrifices. Philippe a froncé les sourcils. C'est du chantage, maman. C'est un crime. Et que pouvons-nous faire ? Ai-je demandé, me sentant impuissante. Si nous la dénonçons, toute la ville connaîtra notre histoire. C'est Marcel qui nous a surpris tous les 2. Qu'il le sache, a-t-il dit avec une fermeté que je n'avais pas vue depuis longtemps. Je n'ai pas honte d'avoir élevé Philippe comme mon fils, et je ne vais pas laisser cette femme nous prendre le fruit d'une vie de travail. Quelque chose dans son expression, dans la force qui revenait dans ses yeux, m'a fait me souvenir du jeune Marcel que j'avais connu il y a tant d'années. L'homme déterminé qui ne pliait pas face aux difficultés. Dès demain, nous allons voir un avocat, a-t-il continué, et nous allons récupérer ce qui est à nous. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, j'ai pu dormir.
Un sommeil léger, c'est vrai, encore chargé d'inquiétude, mais à côté de mon mari, dans le même lit que nous partagions depuis plus d'un demi-siècle. Les choses ne seraient jamais comme avant. Il y avait une fissure dans notre histoire qui ne se refermerait jamais complètement. Mais peut-être, juste peut-être, pourrions-nous construire quelque chose de nouveau à partir de là. Et c'est avec cet espoir que je me suis réveillée le lendemain matin, prête à affronter ma sœur et à récupérer non seulement notre maison, mais notre dignité. Tôt ce matin-là, nous sommes sortis ensemble tous les trois pour la première fois depuis la révélation. La journée était magnifique. Un ciel bleu comme on n'en voit qu'en Bourgogne, sans un seul nuage. Ironiquement, le temps semblait se moquer de la tempête que nous vivions. Philippe conduisait sa voiture, tandis que Marcel et moi étions assis à l'arrière, main dans la main. Un geste simple que je craignais ne plus jamais ressentir quelques jours auparavant. Notre première destination était le cabinet de Maître Laurent, un avocat jeune mais très respecté en ville. Fils de l'ancien pharmacien, il avait étudié à Paris et était revenu pour ouvrir son cabinet à Dijon. Philippe le connaissait depuis l'époque de l'université. Nous sommes entrés tous les trois dans le bureau modeste mais bien rangé. Je tremblais intérieurement. Raconter notre secret à la famille avait déjà été un des moments les plus difficiles de ma vie. Maintenant, nous devrions l'exposer à un étranger, mais il n'y avait pas d'alternative si nous voulions récupérer notre maison. Madame Mathilde, Monsieur Marcel, quel plaisir de vous recevoir, nous a salué Maître Laurent avec un sourire poli. Il ne pouvait pas imaginer ce que nous étions sur le point de révéler. Pendant près d'1 heure, j'ai raconté toute l'histoire. La liaison avec Victor en 1969, la grossesse cachée, la naissance de Philippe, les 55 ans de secret. Et finalement, comment Sylvie avait trouvé mon vieux journal et m'avait fait chanter pour prendre notre maison. L'avocat a tout écouté sans interrompre, se contentant de prendre des notes occasionnelles. Son jeune visage gardait une expression professionnelle sans jugement, ce pourquoi je l'ai silencieusement remercié. Quand j'ai terminé, il a ajusté ses lunettes et nous a regardés tous les trois directement. « Ce que votre sœur a fait, Madame Mathilde, c'est de l'extorsion, un délit prévu par le code pénal, a-t-il dit avec sérieux. Nous avons un cas solide pour annuler le transfert de propriété, en plus de potentiellement ouvrir une procédure pénale contre elle. »« Pénale » me suis-je étouffé avec ce mot. Malgré tout, Sylvie était toujours ma sœur, la fillette avec qui j'avais partagé des poupées en tissu, avec qui j'avais appris à faire des pâtisseries dans la cuisine de notre mère. « Cela dépend de ce que vous voulez, » a expliqué patiemment l'avocat. « Nous pouvons nous concentrer uniquement sur la récupération du bien immobilier sans entrer dans la sphère pénale, si vous préférez. » J'ai regardé Marcel, cherchant son avis. Nos yeux se sont rencontrés dans un de ces moments de compréhension silencieuse que seuls 50 ans de mariage peuvent offrir. « Nous voulons juste récupérer notre maison, » a dit Marcel. « Nous n'avons pas besoin de voir Sylvie en prison. » Maître Laurent a acquiescé. « Je comprends. Nous aurons besoin de preuves de l'extorsion, cependant. Le journal serait une preuve importante, mais j'imagine qu'il est avec votre sœur. » C'est alors que Philippe est intervenu. « En fait, j'ai quelque chose qui pourrait t'aider. » Il a sorti son téléphone de sa poche et l'a montré à l'avocat. « J'ai enregistré une conversation avec tante Sylvie hier soir. » J'étais surprise. Je ne savais pas que mon fils avait contacté Sylvie. « Je suis allée la voir, » a expliqué Philippe, voyant mon expression. « J'ai dit que je voulais comprendre ce qui s'était passé. Elle s'est vantée de combien elle avait été intelligente, de comment elle nous avait dupés. Tout est enregistré ici. » Maître Laurent a écouté un extrait de l'enregistrement et un sourire confiant est apparu sur son visage. Cela change tout. Avec cette preuve, nous pouvons entamer une action immédiatement. Le transfert de propriété sera annulé pour avoir été obtenu sous contrainte. Nous sommes sortis du cabinet avec un étrange sentiment de soulagement mêlé d'appréhension. D'un côté, il y avait l'espoir de récupérer notre maison. De l'autre, je savais que nous devrions affronter Sylvie et que la relation avec ma sœur, déjà compliquée, ne serait plus jamais la même. Nous devons lui parler avant que l'huissier n'arrive avec la notification, ai-je dit quand nous étions dans la voiture. J'ai besoin de la regarder dans les yeux, de comprendre comment elle a pu faire ça. Philippe a hésité. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, maman. Elle pourrait devenir agressive, elle pourrait essayer de nier tout. Ta mère a raison,
est intervenu Marcel. Certaines choses doivent être dites face à face. Et ainsi, au lieu de retourner à l'appartement, nous avons demandé à Philippe de nous conduire jusqu'à notre ancienne maison, maintenant occupée par Sylvie. La sensation de revenir dans cet endroit était indescriptible. La maison où nous avions passé la majeure partie de nos vies, où nous avions élevé notre fils, où nous avions célébré des anniversaires, des Noëls, où nous avions pleuré des pertes et célébré des victoires. Les rosiers que Marcel avait plantés étaient toujours là, ayant besoin d'entretien, mais résistants. Le petit portail en bois qu'il avait fabriqué lui-même grinçait de la même manière quand nous l'avons ouvert. Sylvie a répondu à la porte avec une expression surprise qui s'est rapidement transformée en défensive. Elle était habillée comme si elle allait sortir, avec une robe à fleurs et les cheveux teints d'un châtain artificiel qui ne correspondait pas à son âge. « Que voulez-vous ici » a-t-elle demandé sans nous inviter à entrer dans notre propre maison. « Parlez, Sylvie » ai-je répondu, gardant mon calme. « Juste parler. » Elle a regardé Marcel, puis Philippe, et son visage a légèrement pâli. « Je vois que tu leur as raconté » a-t-elle dit avec un sourire forcé. « Eh bien, il était temps, non ? 50 et quelques années de mensonges. J'imagine que ça a été un choc pour vous deux. » La cruauté de ses paroles, la satisfaction qu'elle semblait ressentir de notre souffrance m'a frappé comme une gifle. Cette femme amère devant moi n'était pas la fillette avec qui j'avais grandi, la sœur que j'avais aimée un jour. Pourquoi, Sylvie ? C'est tout ce que j'ai pu demander. Pourquoi faire ça à ta propre sœur ? Elle a haussé les épaules dans un geste d'indifférence qui m'a brisé le cœur. J'avais besoin de l'argent et tu as toujours tout eu, n'est-ce pas ? Le mari parfait, le fils parfait, la petite maison parfaite, tandis que toi, quoi ? A interrompu Marcel, sa voix ferme. Tandis que tu passais d'un homme à l'autre, dépensant tout ce que tu gagnais, ne te fixant jamais nulle part, c'est la faute de Mathilde ? Tu ne sais rien. Sylvie a élevé la voix. Tu ne connais que son côté de l'histoire. C'est toujours comme ça depuis que nous étions petites. Mathilde, la fille exemplaire, la chérie de papa, et moi, le mouton noir, celle qui ne faisait jamais rien de bien. J'ai alors réalisé que la rancœur de Sylvie venait de bien avant, de notre enfance, de blessures qui n'avaient jamais vraiment cicatrisé. Cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait, mais au moins cela commençait à avoir du sens. Sylvie, ai-je parlé doucement, faisant un pas vers elle. Je sais que nous avons eu nos différends, que j'ai peut-être reçu plus d'attention de nos parents. Mais c'était il y a si longtemps, nous étions des enfants. Regarde-nous maintenant. Nous sommes deux vieilles femmes. Tu es la seule famille qu'il me reste en dehors de Marcel et Philippe. Pendant un instant, j'ai vu quelque chose vaciller dans ses yeux. Une ombre de la fillette que j'avais connue, de la sœur qui avait été un jour ma compagne de jeu. Mais son regard s'est rapidement durci à nouveau. Très joli ton petit discours, Mathilde, mais ça ne change rien. La maison est maintenant à moi. Légalement, vous avez signé les papiers. C'est Philippe qui a fait un pas en avant. En fait, ma tante, ce n'est pas tout à fait comme ça. Il a expliqué à propos de l'enregistrement, de la procédure que nous entamions. À chaque mot, le visage de Sylvie se transformait, de la confiance arrogante à la peur, et finalement à la colère. « Vous ne pouvez rien prouver !» a-t-elle crié, perdant complètement son sang-froid. « Ce sera ta parole contre la mienne. » « L'enregistrement est assez clair, » a répondu calmement Philippe. « Tu as admis l'extorsion, tante ? Tu as avoué avoir menacé ma mère pour prendre la maison ?» Sylvie nous a regardés tous les trois, acculés comme un animal traqué. Pendant un moment, j'ai pensé qu'elle allait nous attaquer physiquement, telle était la fureur dans ses yeux. Mais alors, de façon inattendue, elle s'est effondrée en larmes. « Que voulez-vous que je fasse ?» a-t-elle sangloté. J'ai déjà dépensé une partie de l'argent de la vente. J'ai des dettes, des gens qui me réclament de l'argent. C'est Marcel, avec sa sagesse d'homme simple qui a vécu longtemps, qui a offert la solution. La maison n'a pas encore été officiellement transférée à l'acheteur, n'est-ce pas ? Tu as seulement signé une promesse de vente. Sylvie a acquiescé entre ses sanglots. Alors, annule l'affaire, rends la compte que tu as reçue, dis qu'il y a eu un problème familial. Nous paierons tes dettes les plus urgentes dans la limite du raisonnable. Et tu pourras rester avec nous jusqu'à ce que tu te rétablisses. J'ai regardé mon mari avec surprise. Après tout ce que Sylvie avait fait,
Il offrait encore de l'aide. Mais alors j'ai compris. Ce n'était pas pour Sylvie qu'il faisait cela. C'était pour moi, parce qu'il savait que, malgré tout, elle était toujours ma sœur. « Pourquoi feriez-vous cela ?» a demandé Sylvie, méfiante, essuyant ses larmes. « Parce que nous sommes une famille », ai-je simplement répondu, et la famille pardonne. Cela peut prendre du temps, ce peut être difficile, mais elle pardonne. Dans les jours qui ont suivi, avec l'aide de Maître Laurent, nous avons annulé la vente de la maison. L'acheteur, un entrepreneur de Lyon qui voulait la propriété pour investissement, n'était pas content, mais il a accepté de récupérer son argent avec une petite compensation pour les désagréments. Sylvie, après beaucoup de réticence, a accepté notre proposition. Nous avons payé ses dettes les plus urgentes qui, nous l'avons découvert, étaient principalement dues à un investissement désastreux dans une boutique de vêtements. Et elle a emménagé dans la chambre d'amis de notre maison. La cohabitation n'a pas été facile au début. Il y avait beaucoup de rancœur, beaucoup de méfiance. Parfois, je la surprenais, regardant Marcel et Philippe avec une expression étrange, comme si elle ne croyait toujours pas qu'ils connaissaient la vérité, et m'acceptait quand même. Un soir, environ 2 semaines après avoir récupéré notre maison, j'ai trouvé Sylvie assise seule sur la terrasse, regardant les étoiles avec une expression perdue sur son visage. « Puis-je me joindre à toi ?» ai-je demandé avec hésitation. Nous apprenions encore à nous rapporter l'une à l'autre. Elle a hoché la tête et je me suis assise sur la chaise à côté. Nous sommes restés en silence pendant quelques minutes, observant simplement le ciel étoilé de Dijon, aussi beau qu'à n'importe quel endroit du monde. « Tu sais ce qui me fait le plus mal ?» a-t-elle finalement dit, sans me regarder. « C'est qu'au fond, j'ai toujours su que tu étais la meilleure de nous deux, depuis l'enfance. Tu étais plus belle, plus intelligente, plus gentille. Tout le monde t'aimait plus que moi, et je détestais ça. » Ces paroles m'ont prise par surprise. « Sylvie, ce n'est pas vrai. Tu as toujours été la plus courageuse, la plus déterminée. Tu te souviens comment tu as affronté ces garçons qui m'embêtaient à l'école? Tu n'avais peur de personne. » Elle a fait un petit sourire, le premier sincère que je voyais sur son visage depuis des années. C'est vrai, j'ai cassé le nez de Thomas d'un seul coup de poing. Nous avons ri ensemble, nous rappelant ce jour lointain où elle, à 11 ans, avait défendu sa grande sœur contre les brutes de l'école. Je crois que nous nous sommes perdus de vue à un moment donné, ai-je poursuivi. Nous avons grandi, pris des chemins différents, et cette connexion que nous avions s'est simplement défaite. Sylvie est restée silencieuse pendant un long moment. « Je t'ai toujours enviée, Mathilde, » a-t-elle finalement admis. « Ta vie semblait si parfaite comparée à la mienne. Même avec un secret de cette taille, tu as réussi à construire une famille heureuse, une vie stable, tandis que tu as toujours cherché quelque chose sans savoir vraiment ce que c'était, » ai-je complété. « Mais il n'est jamais trop tard, tu sais, pour recommencer, pour faire autrement. » Cette nuit-là, nous n'avons pas résolu toutes nos différences, loin de là, mais nous avons fait le premier pas vers une réconciliation que je ne savais même pas possible. Et tandis que nous regardions ensemble les étoiles, j'ai ressenti une paix que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. La vérité avait finalement éclaté après plus de 5 décennies. Le secret que j'avais porté comme un fardeau n'existait plus. Et miraculeusement, ma famille n'avait pas seulement survécu à la révélation, mais en était d'une certaine façon sortie plus forte. Il y avait encore beaucoup à reconstruire, beaucoup de conversations difficiles à venir, mais pour la première fois depuis si longtemps, je pouvais respirer librement, sans le poids du mensonge écrasant ma poitrine. Et cela, mes chers, n'a pas de prix. 2 semaines après cette conversation avec Sylvie sur la terrasse, je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une inquiétude que je ne pouvais pas expliquer. L'horloge indiquait 3h27 du matin et Marcel dormait paisiblement à côté de moi, son ronflement léger comme une mélodie familière après tant de décennies à partager le même lit. Je me suis levée avec précaution pour ne pas le réveiller et suis allée dans la cuisine prendre un verre d'eau. La maison était silencieuse. Sylvie dormait déjà depuis des heures dans la chambre d'amis, qu'elle rendait peu à peu sienne avec de petites touches personnelles. Une couverture colorée qu'elle avait elle-même brodée des années auparavant, d'anciennes photos de nos parents, un petit vase de violettes sur la table de chevet. Je me suis assise à la table de la cuisine, celle-là même où tant de repas familiaux avaient été partagés au fil des ans,
et j'ai laissé mon esprit vagabonder. Quelque chose me tracassait. Une question restait sans réponse au milieu de tout ce tourbillon d'émotions et de révélations. Qu'était-il arrivé à Victor? Je n'avais plus eu de nouvelles de lui après ce novembre 1969. Il était parti pour le Portugal, comme il l'avait dit, et avait disparu de ma vie aussi brusquement qu'il y était réapparu. À l'époque, plongé dans l'angoisse de la grossesse inattendue et dans la peur de perdre Marcel, je n'avais pas essayé de le retrouver. Peut-être que c'était mieux ainsi. Mais maintenant, après que la vérité avait éclaté, après que mon mari et mon fils avaient accepté le passé et m'avaient pardonné, cette question commençait à me tourmenter. Victor était-il encore en vie? Avait-il fondé une famille? Et plus important, devrait-il savoir qu'il avait un fils? Philippe n'avait jamais montré d'intérêt à connaître son père biologique. Pour lui, Marcel était et serait toujours son seul père. Mais je me demandais si, en tant que mère, j'avais le droit de garder cette information cachée de Victor. Il pourrait avoir d'autres enfants qui seraient demi-frères ou sœurs de Philippe. Il pourrait y avoir toute une famille que mon fils n'avait jamais connue. Le lendemain matin, pendant que nous prenions le café, j'ai partagé mes pensées avec Marcel. « Crois-tu que nous devrions essayer de retrouver Victor ?» ai-je demandé, incertaine. Mon mari est resté silencieux un moment, remuant pensivement son café au lait. Ses yeux, toujours vifs malgré l'âge, se sont posés sur les miens, avec cette sagesse tranquille que j'avais toujours admirée. « Je pense que ce n'est pas à nous de décider, Mathilde, » a-t-il finalement répondu. « C'est à Philippe. S'il veut connaître son autre père, nous devons le soutenir. S'il ne le veut pas, nous devons aussi respecter cela. » C'était une réponse sensée, comme toujours. Marcel, même après tout, montrait une compréhension et une générosité qui me laissaient sans voix. Comment avais-je pu douter de lui il y a 55 ans? Comment avais-je pu croire qu'il n'accepterait pas ma grossesse, qu'il ne m'aimerait pas malgré mon erreur? Cet après-midi-là, quand Philippe est venu nous rendre visite avec sa femme et ses enfants, comme il le faisait tous les dimanches, j'ai pris courage et abordé le sujet. Nous étions assis dans le jardin arrière, à l'ombre du vieux pommier que Marcel avait planté quand nous avions emménagé dans la maison. Les enfants jouaient dans le petit potager que nous entretenions, tandis que nous, les adultes, discutions. « Fils, il y a quelque chose que je dois te demander, » ai-je commencé, sentant mon cœur s'accélérer. « Aimerais-tu en savoir plus sur Victor? Peut-être même le rencontrer s'il est encore en vie. » Philippe m'a regardé avec surprise, puis Marcel, qui a légèrement acquiescé, indiquant qu'il soutenait la conversation. Mon fils, notre fils, est resté silencieux pendant un long moment, son visage reflétant le conflit interne qu'il ressentait certainement. « Je ne sais pas, maman, » a-t-il répondu honnêtement. Une partie de moi est curieuse, bien sûr, c'est naturel de vouloir savoir d'où on vient, mais une autre partie craint que cela puisse, je ne sais pas, compliquer les choses d'une certaine façon. « Comment ça, compliqué ?» ai-je demandé. « Et s'il est une personne horrible? Et s'il rejette tout contact? Ou pire, et s'il veut soudainement faire partie de ma vie après 55 ans d'absence? Je ne sais pas si je suis prêt pour l'une de ces possibilités. » J'ai parfaitement compris ses craintes. Elles étaient même valables, logiques même. Mais il y avait aussi un autre côté de la question. Et s'il est une bonne personne qui n'a simplement jamais su qu'il avait un fils, ai-je réfléchi. Et s'il est maintenant seul dans sa vieillesse, sans famille? Je ne dis pas que vous devriez développer une relation profonde, mais peut-être a-t-il le droit de savoir. Philippe a regardé Marcel, cherchant son opinion. Mon mari, toujours raisonnable, a haussé les épaules avec un petit sourire. Qu'il soit ton père biologique ou non, il fait partie de ton histoire, fils. De notre histoire. Si tu veux le connaître, nous serons à tes côtés. Si tu préfères laisser le passé dans le passé, nous comprendrons aussi. Après beaucoup de réflexion, Philippe a décidé que oui, il voulait au moins essayer de découvrir ce qui était arrivé à Victor. Pas nécessairement pour établir une relation, mais pour connaître cette partie de ses origines, qui avait toujours été entourée de mystères. C'est ainsi que, un après-midi de mercredi, Philippe m'a emmené dans un café sur la place de la Libération. Là, il a ouvert son ordinateur portable et m'a montré un outil que je comprenais à peine, un réseau social où les gens pouvaient rechercher des parents éloignés, des amis d'enfance, des camarades d'école. « Nous aurons besoin de plus d'informations sur lui, maman », a-t-il expliqué patiemment.
nom de famille complet, date de naissance, n'importe quoi dont tu te souviens. J'ai fermé les yeux, forçant ma mémoire à revenir plus d'un demi-siècle en arrière. Victor Dubois, ai-je dit lentement. Né à Carcassonne même, je crois en 1944 ou 45. Il a étudié au lycée public, puis est parti pour Paris vers ses 16 ans. Quand je l'ai revu en 69, il venait de rentrer d'un séjour en Europe. Il a parlé de Londres, Paris, Lisbonne. Philippe tapait rapidement pendant que je parlais, insérant ses informations fragmentées dans divers champs sur l'écran. Autre chose? Des noms de parents, peut-être? J'ai secoué la tête, frustré par les limites de ma mémoire. Sa mère s'appelait Éléonore. Je m'en souviens parce qu'elle faisait des pâtisseries merveilleuses qu'elle vendait au marché. Le père, je ne me rappelle pas son nom, mais il était fonctionnaire à la mairie. Pendant des semaines, Philippe a consacré une partie de son temps libre à cette recherche. Il a cherché dans des registres publics numérisés, contacté d'anciens habitants de Carcassonne via Internet, a même écrit à la mairie demandant des informations sur les employés de cette époque. Ce fut un processus lent et souvent décourageant. Plusieurs pistes ont mené à des impasses. Un Victor Dubois que nous avons trouvé était décédé en 1985 dans un accident de voiture dans la région parisienne, mais nous avons découvert par la suite que ce n'était pas le même. Les dates ne correspondaient pas. Alors que nous commencions à penser à abandonner, la première piste concrète est apparue. Philippe a trouvé sur le site d'un journal portugais une petite note sur la retraite d'un professeur français qui enseignait depuis des décennies à l'université de Coimbra. Le nom, Victor Dubois. Ça doit être une coïncidence, ai-je dit, essayant de contrôler mon espoir. Il doit y avoir beaucoup de Victor Dubois dans le monde. Mais Philippe n'a pas abandonné. Grâce à des contacts dans l'université où il travaillait, il a obtenu l'email d'un collègue du département de génie civil de l'université de Coimbra. Il a écrit un message soigneusement élaboré, expliquant qu'il cherchait un professeur français nommé Victor Dubois, possiblement né à Carcassonne, qui serait allé au Portugal à la fin des années 60. La réponse est arrivée 3 jours plus tard et nous a coupé le souffle. « Je connais bien le professeur Dubois », disait l'email. Il a pris sa retraite il y a quelques années, mais vit toujours à Coimbra. C'est un Français, né dans l'Aude. Oui, et il est arrivé au Portugal en 1970. Serait-ce l'homme que vous cherchez? Je peux lui transmettre vos coordonnées, si vous le souhaitez. Ce soir-là, nous avons fait une réunion de famille pour décider comment procéder. Moi, Marcel, Philippe, son épouse Anne et même Sylvie, qui participait maintenant plus activement à nos vies, nous nous sommes réunis dans le salon pour discuter. Nous ne pouvons pas simplement envoyer un email disant « Bonjour, vous avez un fils de 55 ans dont vous n'avez jamais su l'existence », a fait remarquer Anne, toujours pratique. Nous devons faire preuve de sensibilité. Et s'il ne veut pas savoir, a questionné Sylvie. Ou pire, et s'il veut aller en justice, exigeant une sorte d'héritage ou de compensation. Marcel, qui était resté silencieux jusque-là, a levé la main demandant le silence. Nous nous précipitons. D'abord, nous devons être sûrs que c'est bien lui. Ensuite, Philippe doit décider comment il veut procéder. C'est sa vie qui sera le plus affectée par cela. Philippe nous a regardés tous, pensifs. « Je veux le connaître », a-t-il finalement dit. Pas pour établir une relation père-fils. J'ai déjà un père, le meilleur qu'on puisse avoir, mais par curiosité, pour connaître cette autre partie de mon histoire qui a toujours été entourée de mystères. Nous avons alors décidé que Philippe répondrait à l'email en demandant qu'un simple message soit transmis à Victor. Un ancien ami de Carcassonne aimerait reprendre contact. S'il montrait de l'intérêt, alors nous irions plus loin avec plus de détails. 3 jours se sont écoulés sans réponse et nous commencions à penser que Victor avait ignoré le message. Jusqu'à ce que, samedi matin, le téléphone sonne. Philippe avait donné son numéro dans l'email de contact. J'étais dans la cuisine quand mon fils est entré, le visage pâle, tenant son téléphone portable, comme si c'était quelque chose de fragile qui pouvait se briser à tout moment. « C'était lui », a-t-il dit simplement. « Victor. Il vient en France le mois prochain pour un congrès à Paris. Il veut nous rencontrer à Dijon. » J'ai senti mes jambes faiblir et j'ai dû m'appuyer sur la table. Après 55 ans, j'allais revoir l'homme qui, lors d'un bref passage dans ma vie, avait à jamais changé mon destin. « Tu lui as raconté ?» ai-je demandé, peinant à formuler la question complète.
Philippe a secoué la tête. Non, j'ai seulement dit que j'étais le fils d'une ancienne connaissance à lui de Carcassonne et que j'avais quelque chose d'important à lui dire en personne. Il a semblé intrigué, a posé quelques questions, mais j'ai respecté sa demande de tout raconter en personne. Dans les semaines qui ont suivi, mon anxiété a augmenté chaque jour. Comment serait-ce de revoir Victor après tant de temps? Aurait-il beaucoup changé? Se serait-il marié? Aurait-il eu d'autres enfants? Comment réagirait-il à la nouvelle qu'il avait un fils de 55 ans qu'il n'avait jamais connu? Et surtout, comment serait cette rencontre entre Philippe et son père biologique? Mon fils, toujours si sûr de lui, semblait de plus en plus nerveux à mesure que le jour approchait. Marcel, en revanche, maintenait un calme admirable. Son soutien indéfectible à Philippe, même en sachant qu'il allait rencontrer son père biologique, ne faisait qu'accroître mon amour et mon admiration pour cet homme extraordinaire avec qui j'avais partagé ma vie. Le jour fixé approchait et avec lui, un nouveau chapitre de notre histoire familiale était sur le point d'être écrit. Un chapitre qui, contrairement au précédent, ne serait pas construit sur des secrets et des mensonges, mais sur la vérité, aussi difficile et complexe qu'elle puisse être. Le jour qui allait marquer nos vies pour toujours s'est levé avec une fine bruine délicate, typique de l'hiver bourguignon. Je me suis réveillée avant même le lever du soleil, après une nuit pratiquement sans sommeil. À mes côtés, Marcel était également éveillé, regardant le plafond, perdu dans des pensées que je pouvais seulement imaginer. Nous avons entrelacé nos mains ridées en silence, communiquant sans mots le tourbillon d'émotions qui nous traversait. Nous avions convenu de rencontrer Victor à 15 heures au Café des Ducs, un établissement traditionnel sur la place de la Libération à Dijon. Philippe devait passer nous chercher à midi, donnant suffisamment de temps pour arriver calmement et nous préparer émotionnellement pour ce moment. La matinée s'est écoulée avec une lenteur agonisante. J'ai changé de tenue 3 fois, indécise sur quoi porter pour une rencontre aussi extraordinaire. J'ai finalement opté pour une robe bleu marine simple, avec un collier de perles que Marcel m'avait offert pour notre 40e anniversaire de mariage. Je voulais être présentable, mais sans avoir l'air de m'être trop apprêtée pour l'occasion. Sylvie, qui participait maintenant activement à notre vie familiale, s'est proposée pour préparer le déjeuner, mais personne n'a réussi à manger plus que quelques bouchées. La tension était palpable dans l'air, comme l'électricité avant un orage. « Vous êtes sûr que vous voulez que je vienne aussi ?» a demandé Marcel alors que nous étions sur le point de partir. Sa voix tranquille ne trahissait pas l'émotion que je savais qu'il ressentait. « Absolument », a répondu Philippe, posant sa main sur l'épaule de son père. « Tu es mon père dans tous les sens qui comptent. Je veux que tu sois là. » Ce moment entre les 2 hommes de ma vie m'a profondément ému. L'amour sincère entre eux, la relation père-fils construite au fil des décennies, était plus forte que n'importe quel lien biologique. Le trajet jusqu'au centre-ville ne m'a jamais semblé aussi long. La bruine avait laissé place à un ciel nuageux, mais sans pluie, qui projetait une lumière douce et mélancolique sur les rues pavées et les églises gothiques de Dijon. « Comment penses-tu qu'il est ?» ai-je demandé à personne en particulier, brisant le silence dans la voiture. Le professeur d'ingénierie avec qui j'ai parlé a dit qu'il est très respecté à Coimbra, a répondu Philippe. Il a dirigé des dizaines de thèses, publié des livres importants dans son domaine. Ce n'est pas ce que j'ai demandé, ai-je dit doucement. Comment penses-tu qu'il est physiquement? A-t-il beaucoup changé? La vérité, c'est que j'essayais d'imaginer comment ce serait de revoir Victor après tant de décennies. Le jeune homme au sourire facile et aux yeux brillants que j'avais connu en 1969 serait maintenant un homme de près de 80 ans. Comme moi, il aurait été transformé par le temps, par les joies et les peines de la vie, par les choix que nous avions faits. Nous sommes arrivés au Café des Ducs avec une demi-heure d'avance. L'établissement, qui existait depuis les années 1940, conservait un air d'élégance ancienne avec ses tables en bois sombre, ses chaises tapissées de velours rouge délavé et un comptoir en marbre où s'exposaient des pâtisseries traditionnelles bourguignonnes. Nous avons choisi une table au fond d'où nous pouvions voir l'entrée. Marcel a commandé un café. J'ai opté pour une tisane à la camomille dans l'espoir de calmer mes nerfs et Philippe n'a rien voulu. Ses doigts tambourinaient nerveusement sur la table, trahissant son anxiété. Les minutes passaient avec une lenteur torturante.
Philippe vérifiait constamment sa montre, tandis que Marcel regardait par la fenêtre, apparemment tranquille. Mais je connaissais ce pli entre ses sourcils, signe d'une profonde concentration ou préoccupation. À 14h57, la porte du café s'est ouverte et mon cœur a presque cessé de battre. Un homme grand, aux cheveux complètement blancs et à la posture droite, est entré, regardant autour de lui avec curiosité. Même après 55 ans, même avec toutes les transformations que le temps impose, je l'ai immédiatement reconnu. C'était Victor. Il portait une chemise claire sous un blazer bleu marine, un pantalon bien coupé et des chaussures cirées. L'image d'un professeur universitaire à la retraite. Ses yeux derrière des lunettes à fine monture avaient toujours cet éclat particulier qui m'avait charmé tant d'années auparavant. Mais il y avait quelque chose de plus maintenant, une sérénité, une sagesse que seules les années peuvent apporter. Nos regards se sont croisés et j'ai vu la reconnaissance immédiate dans ses yeux, suivie de surprise, puis d'une émotion que je n'ai pas pu déchiffrer. Il a marché lentement jusqu'à notre table, les pas légèrement hésitants. « Mathilde » a-t-il demandé, la voix rauque d'émotion. « C'est vraiment toi ?» Je me suis levée, les jambes tremblant tellement que je craignais de ne pouvoir rester debout. « Bonjour, Victor » ai-je réussi à dire, ma voix à peine plus qu'un murmure. Pendant un moment, nous sommes restés à nous regarder, deux personnes âgées essayant de voir à travers les décennies les jeunes que nous avions été autrefois. Puis, avec une gentillesse qui m'a surprise, il a pris mes mains entre les siennes. « Tant d'années, a-t-il murmuré, tu es toujours aussi belle. » La courtoisie m'a fait sourire, malgré la tension. Nous étions deux personnes âgées maintenant, avec des rides, des cheveux blancs et les innombrables marques que la vie laisse sur nous. Mais il y avait une sincérité dans ses paroles qui m'a touché. Sortant de ma transe, j'ai indiqué les autres à table. « Victor, voici mon mari, Marcel. » Les deux hommes se sont jaugés un instant avant d'échanger une poignée de main formelle, plutôt polie. La situation était si surréaliste qu'elle semblait presque une scène de film. Mon mari de 55 ans saluant l'homme avec qui je m'étais brièvement lié avant notre mariage. « Et voici, ai-je continué, la voix faiblissant légèrement, Philippe, notre fils. » J'ai vu les yeux de Victor étudier Philippe avec curiosité. Sans aucun doute, il se demandait pourquoi le fils d'une ancienne connaissance tenait tant à le rencontrer. Philippe, quant à lui, regardait fixement Victor, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail du visage de l'homme qui, sans le savoir, était son père biologique. « C'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur », a dit formellement Philippe, tendant la main. Nous nous sommes tous assis, et, pendant quelques instants, personne n'a su quoi dire. La serveuse est venue, brisant momentanément la tension, et Victor a commandé un café. Quand elle s'est éloignée, il nous a regardés tous les trois, expectatifs. « J'avoue que je suis curieux », a-t-il finalement dit. « Votre message était assez mystérieux, Philippe. Qu'y a-t-il de si important dont nous devions parler ?» Philippe m'a regardé comme pour me demander la permission de poursuivre. J'ai légèrement hoché la tête, sentant le soutien silencieux de Marcel à mes côtés. « Monsieur Dubois », a commencé Philippe, la voix plus ferme que je ne l'aurais espéré. « La raison de cette rencontre est que j'ai récemment découvert que vous êtes mon père biologique. » Le café que Victor portait à ses lèvres s'est arrêté à mi-chemin. Ses yeux écarquillés de choc se sont rapidement déplacés de Philippe à moi et de nouveau à Philippe. « Comment est-ce possible ?» a-t-il demandé, reposant la tasse sur la soucoupe, les mains visiblement tremblantes. C'est alors que nous avons raconté toute l'histoire, nous relayant pour les parties les plus difficiles. J'ai parlé de notre brève relation en 1969, de comment j'ai découvert la grossesse seulement après qu'il soit parti pour le Portugal, de comment j'ai caché la vérité à Marcel. Philippe a expliqué comment la vérité avait été révélée récemment à cause du chantage de Sylvie. Marcel, étonnamment, a également participé, racontant comment il avait accepté Philippe comme son fils, indépendamment des liens du sang. Victor a tout écouté en silence, le visage masquant des émotions complexes. Quand nous avons terminé, il est resté silencieux pendant un long moment, regardant la tasse de café déjà froide devant lui. « 55 ans, a-t-il finalement dit, la voix presque inaudible. Un fils pendant 55 ans et je n'en ai jamais rien su.
Je n'ai jamais essayé de te retrouver, Victor, ai-je admis. À l'époque, j'avais tellement peur, j'étais si désespérée. Je ne pensais qu'à sauver mes fiançailles avec Marcel, à éviter le scandale dans la petite ville. Ensuite, quand Philippe est né, quand nous avons commencé notre vie à Dijon, il était simplement entendu que Marcel était le père, et il l'a été dans tous les sens qui comptent. Victor a lentement acquiescé, assimilant encore tout. Je comprends pourquoi tu as fait cela, Mathilde. C'était une autre époque, d'autres circonstances. Je ne te blâme pas. Il s'est alors tourné vers Philippe et j'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Mais j'ai perdu la chance de te connaître, mon fils, de te voir grandir, de faire partie de ta vie. Vous êtes professeur universitaire ? A demandé Philippe, changeant doucement le cours de la conversation. Victor a semblé reconnaissant de l'opportunité de parler de sa vie. Oui, j'ai enseigné le génie civil à l'université de Coimbra pendant près de 40 ans. J'ai pris ma retraite il y a 5 ans, mais je dirige encore quelques étudiants en doctorat. Je suis aussi ingénieur, a dit Philippe avec un petit sourire. Je me demande si je tiens cela de vous. J'ai vu quelque chose s'illuminer sur le visage de Victor. Une connexion, une reconnaissance qui transcendait le temps et la distance qui les avait séparés. « C'est remarquable », a-t-il répondu, la voix émue. La conversation a coulé plus facilement après cela. Victor nous a raconté sa vie au Portugal, comment il s'y était établi, avait construit une carrière respectable. Il s'était marié avec une Portugaise, mais le mariage n'avait duré que 7 ans et il n'avait pas eu d'enfant. Après cela, il s'était entièrement consacré à sa carrière académique, devenant une référence dans son domaine. « Je n'ai jamais eu d'autres enfants », a-t-il dit, regardant Philippe avec une émotion qui était presque palpable. « J'ai toujours senti qu'il manquait quelque chose dans ma vie, mais je ne savais jamais exactement quoi. Maintenant, je comprends. » Quand le café a commencé à se vider, avec le crépuscule qui approchait, Victor a posé la question qui le tourmentait visiblement depuis le début de la conversation. Et maintenant, que se passe-t-il après aujourd'hui ? C'est Philippe qui a répondu après avoir échangé un regard avec Marcel. Cela dépend de vous aussi. Je ne cherche pas un père. J'en ai déjà un. Le meilleur qu'on puisse souhaiter. Mais peut-être pourrions-nous mieux nous connaître. J'ai des enfants, vos petits-enfants biologiques. Peut-être pourraient-ils vous connaître aussi. Les yeux de Victor se sont illuminés à la mention de petits-enfants. J'aimerais beaucoup cela. Nous avons alors convenu que Victor prolongerait son séjour en France. Il viendrait à Dijon après le congrès à Paris et passerait quelques jours avec nous, faisant mieux connaissance avec Philippe, ses enfants, notre famille. Quand nous nous sommes finalement séparés à la porte du café, Victor m'a brièvement embrassé. « Merci de m'avoir cherché même après tant de temps », a-t-il murmuré. « Tu aurais pu emporter ce secret dans la tombe, mais tu as choisi de me donner cette chance. Nous méritons tous de connaître notre histoire complète, ai-je simplement répondu. Sur le chemin du retour à la maison, un silence pensif remplissait la voiture. Chacun de nous était absorbé dans ses propres réflexions sur la rencontre, sur les émotions complexes qu'elle avait suscitées. « Ça va ?» ai-je demandé à Marcel, serrant sa main. Mon mari m'a regardé avec ses yeux qui connaissaient chaque parcelle de mon âme. « Oui », a-t-il répondu avec sincérité. C'était différent de ce que j'imaginais, mais je suis en paix. Philippe, qui conduisait, nous a regardés dans le rétroviseur. Il semble être un homme bien. Oui, ai-je acquiescé. Il l'a toujours été. Quand nous sommes arrivés à la maison, Sylvie nous attendait, anxieuse d'avoir des nouvelles. Nous lui avons tout raconté et elle a écouté avec une attention inhabituelle, posant des questions occasionnelles. « Et toi, Marcel ?» a-t-elle finalement demandé. « Comment te sens-tu en voyant ton fils rencontrer son père biologique ?» Mon mari a réfléchi un moment avant de répondre « Tu sais, Sylvie, quand tu atteins 85 ans comme moi, tu réalises que la vie est beaucoup plus compliquée que ce qu'on imaginait quand on était jeune. Ce n'est pas noir ou blanc, juste ou faux. Elle est pleine de nuances, de situations qu'on n'aurait jamais imaginé affronter. Victor n'est pas une menace pour moi, parce que je sais qui je suis dans la vie de Philippe. Je sais ce que nous avons construit ensemble. » Ces paroles, si simples et si profondes, ont fait monter les larmes à mes yeux. Cet homme extraordinaire qui m'avait accepté avec toutes mes erreurs et secrets, qui avait aimé Philippe comme son propre sang, continuait à me surprendre par sa sagesse et sa bonté. Cette nuit-là,
allongée aux côtés de Marcel dans notre lit, j'ai réfléchi à l'incroyable voyage qu'avait été notre vie. D'un secret gardé pendant des décennies, en passant par le chantage douloureux, la révélation effrayante jusqu'à ce nouveau chapitre qui s'ouvrait maintenant, avec Victor entrant dans nos vies, non pas comme une menace pour ce que nous avions construit, mais comme un ajout, une extension de notre histoire familiale. « À quoi penses-tu » a demandé Marcel, caressant mes cheveux blancs. « À la façon dont la vie prend des détours », ai-je répondu. « À comment ce qui semblait une tragédie, Sylvie découvrant mon journal, le chantage, la perte temporaire de notre maison, a fini par nous amener jusqu'ici, jusqu'à la vérité, jusqu'à la libération de ce secret que j'ai porté pendant si longtemps. » Marcel a acquiescé, comprenant comme toujours. Parfois, Mathilde, nous devons perdre quelque chose pour réaliser ce qui compte vraiment. Nous devons affronter nos plus grandes peurs pour découvrir qu'elles n'étaient pas aussi effrayantes que nous l'imaginions. Je me suis endormie dans les bras de l'homme qui avait été mon havre de paix pendant plus d'un demi-siècle, ressentant une paix que je n'avais pas éprouvée depuis très très longtemps. Le secret que j'avais porté comme un lourd fardeau pendant des décennies s'était finalement transformé en une histoire ouverte, partagée, acceptée. Et j'ai réalisé à ce moment, entre le sommeil et l'éveil, que le véritable miracle n'était pas seulement que Marcel et Philippe m'avaient pardonné, ou que Victor était entré dans nos vies de façon si gracieuse. Le vrai miracle était qu'après tout, j'avais finalement appris à me pardonner à moi-même. C'est pourquoi, mes chers qui me regardez maintenant, je veux vous laisser ce message final. Peu importe combien est lourd le secret que vous portez, peu importe combien de temps a passé. La vérité, aussi douloureuse qu'elle soit sur le moment, apporte une libération qu'aucun mensonge, aussi confortable qu'il puisse paraître, ne pourra jamais offrir. La vie est trop courte pour que nous vivions emprisonnés dans des cages que nous avons nous-mêmes construites. Croyez cette vieille dame qui a mis presque toute une vie à apprendre cette leçon. L'amour véritable, qu'il vienne d'un partenaire, d'un enfant ou même d'un frère ou d'une sœur, est assez fort pour surmonter nos erreurs, nos faiblesses, nos peurs les plus profondes. Et maintenant, si vous avez aimé cette histoire, cette partie de ma vie que j'ai partagée avec vous aujourd'hui, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous me regardez. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine histoire.